Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous ne savez pas où vous allez, aucun chemin ne vous y mènera. Pour dire qu'il faut avoir de la vision. Père Abraham, je vous laisse la parole pour vous présenter les grands axes de ce document de vision. Merci, révérend pasteur Dodson. Je suis persuadé que chacun de vous ici présent et nos frères et sœurs qui nous suivent grâce à la magie des noms peuvent se sentir comme un don pour le Togo. Chacun de nous est un grand don pour ce pays. Voilà pourquoi nous sommes ensemble, fils et filles, pour que nous puissions vraiment mutualiser ce don. Nous sommes ensemble pour mutualiser ce don et aller de l'avant autour d'une vision avec des propositions de stratégie. Ce que nous allons partager avec vous, c'est un draft qui exprime ce que le mouvement des forces d'une espérance pour le Togo porte aujourd'hui. Nous venons partager avec vous, après le diagnostic de ce matin, où nous avons posé le regard sur la situation sociale, économique, culturelle, politique de notre pays. Et donc, vous avez le document entre vos mains, et je m'en vais vous dire que j'ai essayé de vous l'offrir en 3 grands points. D'abord, hypothèse, constat et vision. Ensuite, conviction et mission, que devons-nous faire? Et enfin, demande spécifique et engagement de tous. Voilà, c'est autour de ces 3 points que je vais présenter le texte que vous avez entre les mains et qui se projette aussi sur l'écran. Nous sommes partis de l'hypothèse que voici. Si le Togo venait à être classé dans le top 50, c'est-à-dire parmi les 50 meilleurs pays au monde où les habitants seraient les plus heureux. C'est ça l'hypothèse. Nous nous disons, notre pays, notre patrie, le Togo, doit être hissé parmi les 50 pays les meilleurs au monde où les habitants vivent bien. Si tel doit être le cas, par exemple, qu'est-ce que nous devons constater? En 3 points, nous offrons des cours. D'abord, ce serait que toutes les Togolaises et tous les Togolais sans exception, sans différentes d'âge, donc jeunes comme moins jeunes, sans différentes religions, d'appartenance ethnique ou régionale, vont vivre eux tous sur le territoire national et en dehors, mais ils proviennent des diverses couches sociales et ils font divers choix politiques, socio-économiques qui leur permettent de se déclarer heureux. Ici, le premier constat, c'est d'abord l'idée de l'ensemble des fils et filles du pays sans distinction, vivant à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Mais c'est eux qui choisissent, c'est eux qui font le choix politique
économique, social, culturel et que sais-je encore. Nous sommes toujours sur le terrain de l'hypothèse. Le deuxième constat, c'est que ces habitants heureux, leur bonheur signifierait, entre autres, que les richesses du pays seraient partagées de façon la plus équitable possible et que des mécanismes de solidarité vont corriger les insuffisances dans ce partage et que finalement l'accès à une santé de qualité ainsi qu'à une éducation de qualité serait facilité pour le plus grand nombre des citoyens et qu'en plus l'emploi des jeunes sera une réalité pour la plupart de cette couche sociale. Donc, nous sommes toujours dans l'hypothèse. Deuxième élément de l'hypothèse, c'est que tous ces filles de ce Togo que nous mettons à l'hypothèse, que nous rêvons, il y aura la possibilité que les richesses du pays soient partagées de façon équitable entre tous les enfants du pays. Ce matin, le professeur David, dans la conférence inaugurale, a fait référence à ce que le chef de l'État a eu à dire, je crois c'était le 26 avril 2012, je peux me tromper, où il disait plus ou moins ceci: quand dans un pays, une minorité s'accapare de la richesse au détriment de la majorité, cela va jusqu'à toucher les fondements du vivre ensemble et cela crée un désordre. Je n'ai pas cité mot à mot, mais c'est plus ou moins cela l'idée. Donc ce Togo que nous rêvons, qui va être parmi les meilleurs pays du monde où les citoyens et citoyennes vivent heureux, si cela devient réalité, il faudrait que la santé, l'éducation soit de qualité, la redistribution des biens du pays entre tous ces pays de façon équitable, avec des mécanismes qui pourraient corriger éventuellement des déviations par rapport à ce partage-là. Et en plus de cela, les jeunes accèdent vraiment à des emplois. Vous voyez, est-ce que nous aimerions en termes d'hypothèse que sur la terre de nos aïeux, le travail des jeunes puisse se réduire aux étudiants? Alors, nous sommes en train de rêver, mais notre rêve, nous préférons l'appeler hypothèse. Troisième élément, c'est que ce bonheur-là, ce bien-être, ce vivre ensemble heureux pour tous les fils et filles du pays, serait le résultat d'une volonté générale, d'une volonté commune de tous les habitants du pays. Ce ne serait pas quelques habitants qui imposeraient leur volonté aux autres. Alors, ce bonheur va se bâtir grâce à la collaboration entre tous, le plus grand nombre et tous ensemble, au point où les uns ne seront plus contre les autres, parce que l'objectif est d'atteindre le bien commun qui est visé ici comme le bien suprême pour tous. En d'autres termes, l'intérêt particulier ici cède le pas à l'intérêt général, c'est-à-dire le bien commun, le bien de tous. Et ce choix, nous sommes toujours dans l'hypothèse, va permettre aux citoyens togolais et togolais de discuter tout ce que nous venons d'évoquer sans exclusion dans un débat sur ce présent déjà qui est partagé et en vue de l'avenir. Dans ce contexte, chacun accepterait les divergences d'opinion sur les stratégies à prendre pour concevoir et construire
sur cet avenir. On serait donc d'accord sur le principe qui consiste à laisser les citoyens faire le choix du chemin qui leur convient à un moment donné. Donc nous sommes toujours dans l'hypothèse. Et nous montrons que si nous arrivons à vivre dans ce pays de nos rêves, la liberté accordée aux citoyens de pouvoir choisir le chemin qui leur convient en vue de ce bonheur. Et l'équipe qui aurait proposé ce chemin pourrait le prendre et le parcourir pendant une durée déterminée par la loi fondamentale qui régit la vie du pays, à savoir la Constitution. Donc dans ce pays de rêve, l'équipe qui reçoit mission d'être au service de ce bien commun, du bien de tous les citoyens, va justement accomplir cette mission conformément à la loi fondamentale que nous appelons ici la Constitution. À la fin donc, l'équipe peut soumettre son bilan au vote des citoyens qui peuvent désirer les confirmer parce qu'ils ont bien fait ce service pour l'ensemble de la nation, soit décider de confier la direction des affaires du pays à une autre équipe. Et dans ce cas, il y aura ce que nous appelons alternance dans la conduite des affaires du pays, et ceci sur le plan local, c'est-à-dire dans les collectivités, donc les communes et autres, mais aussi sur le plan national. Alors, nous venons de rêver ce meilleur pays. Mais nous devons redescendre, puisque le diagnostic du matin nous rappelle que ce n'est pas la réalité pour le moment. Je voudrais que ceux qui ne sont pas d'accord que cette description hypothétique, ce n'est pas encore la réalité, ceux qui estiment que c'est déjà la réalité, ils lèvent la main. Ceux qui estiment que c'est déjà la vision, la présentation hypothétique que je viens de faire, ceux qui estiment que c'est déjà une réalité sur la terre de nos aïeux, qui veillent lever la main. Ah, je voyais nous au fond, tout à l'heure il prendra la parole. Parce qu'il estime que ce que je viens de décrire comme hypothèse est une réalité sur la terre de nos aïeux. Ça fait partie des avis contradictoires qui vont animer notre forum. Merci beaucoup mon frère, tu auras tout à l'heure la parole pour nous dire que nous sommes déjà dans cette réalité. Mais nous pensons à partir du diagnostic de ce matin que nous ne sommes pas encore dans cette réalité. Mais nous avons la conviction que nous pouvons y arriver. Et je passe à la deuxième partie de la présentation que j'ai intitulée Conditions, mission, que faire? Nous pensons que nous sommes capables d'arriver au bonheur du plus grand nombre. Je voudrais que ceux qui sont dans la salle, qui sont convaincus de cela, qui lèvent la main, que nous pouvons arriver au bonheur du plus grand nombre de nos concitoyens. Moi, j'en ai la conviction et je pense que la plupart ici au forum, vous avez aussi cette conviction. Et donc, nous pouvons avancer. Mais alors, si nous avons cette conviction, nous devons en même temps nous poser des questions autour de notre mission. Que devons-nous faire? Alors, il y a un premier point. D'abord, écarter les obstacles. Nous estimons que pour arriver à ce pays où la plupart vivent dans le bonheur que nous venons de présenter de façon hypothétique, il faudrait enlever les obstacles. Et nous en avons identifié au moins 3.
laisser tomber les oppositions artificielles. Des oppositions artificielles. Des oppositions qui ne nous apportent absolument rien. Qui sont inutiles. Perte de temps et d'énergie. À savoir, ethnie contre ethnie, nord contre sud. Le nord du Togo commence où et se termine où. Si je suis à Blida, je suis au nord. Si je suis à Sokole, je suis au nord. Le sud, c'est où? Le Blida, c'est le sud. Blida, c'est le sud ou c'est à Takwame, c'est sud. En tout cas, nord contre sud, armée contre civil. Mais quel est le militaire togolais qui n'a pas de famille? Sa famille ne relève pas de l'armée. Sa femme, ses enfants, ses neveux, ses cousins, cousines, ses propres parents qui l'ont engendré sont des civils. Ou bien je me trompe? Alors là aussi, il y a une opposition artificielle, armée contre civil, parti politique contre société civile. Et je crois que demain, nous aurons l'occasion de réfléchir autour de cette bipolarisation de notre vie, vivre ensemble, qui nous fait problème. Il y a aussi le gouvernement contre l'opposition. On en a débattu ce matin. Est-ce que le gouvernement, permettez la tautologie, gouverne des citoyens qui relèvent d'une autre nationalité que vous et moi? Ceux qu'on qualifie d'opposants sont-ils extérieurs au pays gouverné par ceux qui estiment qu'ils sont entre guillemets des ennemis? Ils sont aussi citoyens, tout comme ceux qui gouvernent. Donc il s'agit là aussi d'une opposition artificielle. Si nous prenons d'autres, on peut allonger la liste. Et donc l'obstacle consiste, l'obstacle à enlever, c'est de ne plus nous laisser manipuler par l'instrumentalisation de cette différence dans le discours de certains hommes politiques. Vous savez, ces différences-là, nous ne pouvons pas les effacer. Pour nous, au mouvement des forces vive espérance pour le Togo, ce sont des richesses. Ce sont vraiment des richesses. Et donc, il est important que nous enlevons l'obstacle qui consiste à ce que cette différence soit instrumentalisée, soit pour nous amener à des affrontements directs ou indirects, dans tous les cas, à toute pensée et action qui, au lieu de nous enrichir, va nous appauvrir. Et qu'est-ce que nous devons, en enlevant l'obstacle en question, qu'est-ce que nous devons mettre en place pour que nous soyons sûrs de l'avoir enlevé pour de bon? Nous pensons qu'il faut accepter de changer de mentalité, de regard sur l'autre, car les différences seront désormais conjuguées comme des richesses. Et du coup, ces différences qui sont dans la nation, dans nos populations, ne vont plus constituer des peurs pour nous. Et nous pensons que nous devons travailler à enlever cet obstacle. Deuxième obstacle, c'est que nous devons décider de passer par-dessus les barrières qui sont en fait des a priori. Et ainsi, nous proposons des rencontres et des échanges multiformes, de manière à ce que soient explicités des projets de société où le plus grand nombre se retrouve. C'est tellement dangereux que dans un pays, quand quelques-uns, si techniciens soient-ils, ont fini de penser, puissent croire que c'est ce que le peuple désire. Et donc, nous devons multiplier des rencontres qui vont nous aider
a fait des échanges multiformes. Un peuple dont les différents acteurs, fils et filles, ne se parlent pas, n'échangent pas et n'acceptent pas la confrontation, ce peuple risque de tourner en rond. Et je me demande si ce n'est pas le cas pour nous. Enfin, comme obstacle, nous estimons qu'il faut s'opposer au fonctionnement non républicain de certaines institutions. Ainsi, nous devons tout faire pour qu'il y ait des réformes au niveau de notre justice. Et nous proposons des états généraux pour redonner à la justice sa mission de surseoir de la paix sociale. Dans une société où le pouvoir judiciaire ne peut plus dire le droit et sanctionner, on ouvre la porte à l'impunité. Et quand l'impunité devient façon de vivre ou de fonctionner, on expose tout le monde à la violence. Et chacun finit par se rendre justice. Et à nouveau, nous sombrons dans cette réalité que tout État a édité à l'origine, que nous pourrons appeler la loi de la jungle. Je fais référence à la théorie de Thomas Hobbes. Nous devons aussi organiser des journées main tendue à notre armée et des rencontres de mutualisation avec les forces de l'ordre, police, gendarmerie, destinées à établir un dialogue fraternel avec ses frères et sœurs et leur redonner confiance. Parce que je crois que c'est M. Kodak qui l'a dit ce matin. Ce qu'ils ont comme métier, c'est très noble. Engager sa vie pour défendre la nation, pour défendre la patrie. C'est extraordinaire. J'ai envie de vous demander, j'ai vraiment envie de vous demander qu'au nom de cet idéal, où quand on entre en armée, c'est pour défendre la nation et même sacrifier sa vie pour sauver les citoyens, au nom de cet idéal, applaudissons pour l'armée. Je vous remercie au nom de cet idéal. Mais il nous est donné de constater chez nous que notre armée ne déploie pas cette puissance républicaine de sécurité, de protection de tous. Raison pour laquelle vous venez d'applaudir. Et comment faire? Il nous semble qu'il y a une crise de confiance. Et il faut créer des passerelles entre nos frères engagés dans l'armée, dans la police et dans la gendarmerie. Créer des passerelles avec les officiers pour qu'ils puissent sans cesse être en confiance en se disant que nous sommes fiers de chaque fois qu'ils nous protègent. Et chaque fois qu'ils posent des actes qui sont contraires à notre protection, en fait, ils renoncent à l'idéal pour lequel ils ont donné leur vie. Et ça, c'est un travail important à faire. Et nos frères doivent se rappeler aussi qu'à un moment donné, ils vont finir leur mission au service de la nation comme force de sécurité. Et ils vont redevenir civils. Au départ, ils étaient civils, ils doivent redevenir civils. Donc c'est tellement important que nous ne puissions pas rêver le pays en créant cloisons des diabletins et cloisons des anges. Alors, nous proposons des journées main tendues à notre armée et des rencontres de mutualisation avec les forces de l'ordre. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est juste pour que ceux qui sont un peu assoupis après cette pause reviennent encore mieux à la salle. L'après-midi avec la chaleur, ça se comprend. Mais vous savez, la première fois où j'étais allé en Suisse, je me retrouve nez à nez avec des jeunes militaires dans le wagon. En bon togolais, j'ai commencé à trembler.
Alors, M. Bernard avec qui j'étais m'a dit, mais on dirait que tu n'es pas à l'aise. Alors je suis revenu en moi-même. Mais il a insisté pour que je lui explique. Je lui ai dit, dans mon pays, voyager dans le même wagon avec autant de militaires demande beaucoup d'attention. Alors il me dit, mais ce sont des jeunes qui sont en train de faire leur formation militaire qui fait partie de leur citoyenneté, l'examen de citoyenneté en Suisse. Parce que c'est obligatoire. Et donc, quand tu les vois plus tôt, ben, il faut que tu sois heureux. Tu es encore davantage en sécurité. Alors, je n'ai pas parlé beaucoup. Parce qu'elle m'a quand même l'armée de mon pays. Je n'ai pas voulu tout dire et tout ce que je connais. Il faudrait qu'on en arrive là. Le jour où tu rencontres un militaire, la nuit dans ton quartier, tu peux se dire, gloire à Dieu, je suis protégé. Au lieu d'éteindre les phares de ta moto et de laisser la moto étaler parce qu'on ne sait jamais. Et donc, nous proposons que ce travail puisse se faire. Deuxième mission, en deuxième temps, initier des stratégies permettant d'arriver au bonheur de tous va exiger que nous puissions prendre un temps d'arrêt en vue de rassembler les conditions nécessaires pour que le plus grand nombre de citoyens participent au choix de ces stratégies. La première condition pour nous étant les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales qui sont destinées à assurer l'équité entre tous les électeurs et l'organisation d'élections démocratiques, libres et transparentes. Donc, on en a parlé longuement ce matin. Quand nous parlons des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales, ce n'est orienté contre personne. Là où tous les Togolais sont d'accord qu'il faut agir, c'est pour les réformes. Déjà, en 2006, avec la PG. Ensuite, la commission, la CPJR, la feuille de route évoquée ce matin dans ces éléments positifs et la dernière déclaration de politique générale de son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République, c'était le 20 janvier 2019, je crois, devant les parlementaires. Quand vous prenez cette déclaration, au point 1.1, il est écrit noir sur blanc que même le chef de l'État a donné instruction au Premier ministre pour que les réformes puissent se faire avec célérité et que le travail qui a déjà eu lieu dans le cadre de la feuille de route soit capitalisé. Vous pouvez aller voir la déclaration. Et donc, nous pensons que si tout le monde est d'accord pour les réformes et que même le gouvernement est d'accord, on doit rapidement faire ces réformes, bien les faire, en tenant compte de tous les apports dans le cadre de la feuille de route, en l'occurrence, ce que l'expert constitutionnaliste sénégalais nous a proposé. Parce que si nous sommes allés chercher chez les voisins ce qu'il y a de meilleur, une fois que nous l'avons eu, nous ne pouvons plus mettre ça dans les tiroirs. Les autres vont se moquer de nous doublement. D'abord, ils vont dire que nos constitutionnalistes n'ont pas les compétences pour, et ceux que nous avons fait venir du Sénégal et de la France, de Bordeaux, puisqu'il est professeur à l'université de Bordeaux, si je ne me trompe pas, là aussi, nous ne sommes pas satisfaits. Donc pour nous, il est capital que pour ce bonheur de tous, pour y arriver, il faut rapidement et de façon indispensable procéder aux réformes. Et c'est pourquoi le mouvement des forces d'Espérance pour le Togo, nous avons dit, même en demandant le report des élections du 20 décembre 2018 passé, qu'on puisse faire d'abord les réformes et après aller calmement, tranquillement, avec élégance et fierté aux élections. Ainsi, la vérité des juges va départager les Togolais et nous sortirons pacifiquement de la crise. Nous n'avons pas été entendus, mais maintenant nous appuyons sur tous les acteurs, y compris le gouvernement, qui sont d'accord, qui a urgence à faire les réformes, faisons et conformément à ce que le peuple désire. Et
arriver à ce bonheur pour nous, c'est aussi s'engager solennellement et véritablement au respect du résultat issu des urnes, mais aussi refuser toute chasse aux sorcières et tout acte de vengeance contre les fils et filles du Togo. Pour nous, au mouvement des forces de l'espérance pour le Togo, il est très important que la vérité des urnes triomphe. Il faudrait que les différents acteurs puissent respecter dans les jours qui viennent, après les réformes, ce que le peuple togolais aura décidé. Ça sert à quoi, par exemple, que chaque fois puisse dire les élections ont été volées, les urnes ont été bourrées, des gens ont emporté les urnes en plein jour. Ça sert à quoi que nous puissions encore rééditer ces événements douloureux et malheureux? Nous pensons qu'il faut les dépasser en laissant les citoyens s'exprimer et en respectant leur choix. Mais nous sommes contre aussi, et c'est ce que nous proposons, qu'il y ait une forme de chasse aux sorcières où les uns vont se liguer, peut-être pour rendre le coup ou pour se venger contre leurs frères et sœurs. Et cela suppose que chacun soit rassuré pour participer véritablement à la vie de la nation. Troisième aspect, pour arriver à ce bonheur que nous venons de rêver, et ceci à court terme, il est important que nous puissions nous consacrer à réparer les dégâts du passé, car il y en a. Ainsi, rapidement, aller aux mesures d'apaisement pour rétablir un climat social propice à la recherche collective du bien commun. Voilà pourquoi nous plaidons pour la libération des détenus politiques et de tous ces frères et sœurs qui sont encore en prison à cause des manifestations. Je voudrais que ceux qui sont sortis et qui sont libres aujourd'hui reçoivent notre salutation. Et que ceux qui sont encore dans nos prisons reçoivent notre proximité. Et je vous demande d'applaudir tous ces frères et sœurs qui sous le soleil sont encore dans la chaleur multipliée par X et qui n'ont rien fait d'autre que de vouloir être citoyens. Applaudissons pour eux. Oui, le Togo que nous rêvons ne doit plus mettre ses fils et filles en prison pour un oui ou un non. La prison retiendra simplement les véritables délinquants que la loi a confirmés comme tels et qui méritent leur peine. Voilà pourquoi nous plaidons pour la libération de tous les détenus politiques et ceux des manifestations. Nous disons merci déjà pour ceux qui ont retrouvé leur liberté. Mais il faut que eux tous retrouvent la liberté pour que nous puissions bâtir ensemble le Togo nouveau. Nous pensons aussi qu'il faut assurer la libre circulation sur l'ensemble du territoire et lever des mesures qui, dans certaines localités, s'apparentent à un état de siège. Nous plaidons aussi pour cela. Nous plaidons pour qu'il y ait une rupture avec tout acte de terreur de la part des forces de l'ordre à l'endroit des citoyens. Et c'est ce que nous venons d'expliquer parce qu'ils sont nos frères et sœurs et vice-versa. Nous sommes appelés à bâtir le même Togo. Pour nous, pour réparer ce passé ou les dégâts du passé, il faut aussi travailler à la moralisation de la vie publique avec l'adoption par les citoyens de codes de bonne conduite. Il faudrait que nous soyons de véritables citoyens et que tout ce qui ne peut pas permettre à notre pays de se hisser parmi les nations, oui, sur terre et faire bon vivre, que nous puissions y veiller. La lutte contre la corruption doit devenir une réalité. C'est tellement important. Mais il est très difficile de lutter contre la corruption quand la corruption est l'essence du système de la gouvernance politique. Donc il est très important que
la lutte contre la corruption commence par tout ce qui va dans le sens de la bonne gouvernance. L'ancrage d'habitude de transparence et de redevabilité. Il est très important que dans cette nation que nous rêvons, et qui sera en réalité grâce au travail, à la bonne volonté de chacun d'entre nous et de tous les fils et filles de notre pays, il est clair que nous devons viser la transparence. Car ce n'est pas une bonne chose. Manu, ce n'est pas une bonne chose. Et donc la transparence et la redevabilité. Nous ne pouvons pas croire qu'une fois que nous avons l'autorité ou le pouvoir en administration et autres, nous ne devons rendre compte à personne. Qu'on me confie une route qui coûte des milliards et que les millions ont disparu, je n'ai de compte à rendre à personne. Ainsi de suite. Nous pensons que l'État que nous rêvons doit dépasser ces niveaux. Voilà pourquoi nous formulons alors des demandes. Et nous adressons ces demandes sous forme de demandes spécifiques et d'engagement de tous. Nous demandons donc humblement au gouvernement et aux politiques, les acteurs politiques, de s'engager à une réduction rapide des inégalités sociales les plus criardes. Comment? Par des mesures qui favorisent une agriculture qui nourrit d'abord l'agriculteur et la population togolaise dans un strict respect de l'environnement. C'est tellement important. Il suffit de visiter les zones où il y a l'extraction des minéraux. Je prends le cas de Comé, je prends le cas un peu avant à Hautoué, et il suffit d'aller à Pémé, Bangéli et d'autres endroits. Il y a des situations graves contre l'environnement. Vous voyez à Pémé déjà, quand vous êtes allé jusqu'à presque vers Avepozo, des fois la mer change de couleur. Les enfants pensent que c'est naturel. C'est la quantité de déchets liés à la purification du phosphate déversés directement dans la mer qui donne cette couleur. On peut aller voir cette colline artificielle dans la zone de la hauteur où le paysan ne peut plus exploiter le sol parce que le sol est devenu une autre réalité. Dans tous les cas, il y a un travail à faire à ce niveau que nous demandons au gouvernement. Et il y a des paysans qui vont cultiver beaucoup de coton et même de coton transigénique qui vont perturber la pollinisation dans la zone. Mais ces paysans peut-être vont manquer du minimum nécessaire, c'est-à-dire ce qu'ils doivent manger, surtout en période de soudure. Nous ne pouvons pas produire pour les autres et ne pas en jouir. Il faut un encadrement de l'exploitation des ressources minières pour le bien de toute la population togolaise d'abord. Vous arrivez à Hautoué, vous n'avez pas d'eau courante dans les maisons. Quand vous voyez les gens avec les bidons jaunes, ce n'est pas que la couleur jaune leur donne beaucoup de plaisir. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'aller puiser l'eau avec les bidons jaunes. J'en passe. Nous disons aussi qu'il faudrait le rétablissement de la santé et de l'école comme des services publics. Cela est fondamental. On nous a donné ce matin beaucoup d'exemples. Et franchement, je voudrais que vous puissiez applaudir pour tous ceux qui donnent du temps pour soigner des malades dans nos structures, surtout publiques. Applaudissons pour eux. Parce que la situation, on nous l'a présentée ce matin, c'est très difficile. Et nous pensons à tous ces frères et sœurs qui ont déposé leur vie parce qu'avec un cancer, ils n'ont pas pu se soigner. Avec une insuffisance rénale, ils ont été évacués de Senkasé. Ils ont réussi à faire toute la route, mais ils sont morts à l'entrée au CHU Tokoué. Mais s'ils survivaient même, il semble qu'ils ne peuvent pas être sur la liste parce que
pour plus de 7 500 000 que nous sommes, 7 500 000 habitants que nous sommes, il n'y a que 80 places pour ceux qui souffrent de problèmes, de maladies rénales chroniques. Des mesures aussi destinées à l'école. Notre pays a adhéré aux ODD 4 qui appellent à une éducation de qualité, inclusive et une formation tout au long de la vie. Il faudrait que tout ceci devienne réalité. Quand vous allez dans nos villages, des fois vous voyez les salles de classe, ce n'est pas un miracle que des jeunes sortent de cet environnement, deviennent étudiants et assument de grandes responsabilités dans notre pays. Ça, c'est la grâce que Dieu nous donne. Mais il faudrait que nous puissions faire plus. Il faudrait nécessairement des mesures destinées à développer l'emploi des jeunes. C'est tellement important qu'une jeunesse désœuvrée s'expose à tout, y compris la violence. La géopolitique de notre environnement aujourd'hui nous montre que la violence format djihadiste est dans notre région. Un jeune déçu, un jeune qui vit dans la misère, il devient fragile et peut épouser des idéologies qui vont simplement nous détruire. Il faudrait des mesures d'accompagnement spécifiques des jeunes filles et des femmes, surtout rurales. Je vous invite à aller souvent dans les villages pour voir combien les femmes souffrent. Et donc, nous estimons qu'il faut reconnaître qu'un tel combat pour arriver à ce pays de rêve ne peut pas être simplement notre œuvre tout seul. Nous vivons dans le monde, nous vivons sur un continent, nous sommes dans une sous-région. Et donc, nous devons être en contact avec les citoyens de la sous-région. Voilà pourquoi la CEDEAO des Nations nous parle fortement. Et nous, au mouvement des forces de l'espérance pour le Togo, nous croyons que nous devons apporter notre pierre à l'édification de la CEDEAO des peuples. Voilà pourquoi, même après avoir critiqué l'attitude de la CEDEAO vis-à-vis de nous, qui relève de l'analyse avec objectivité, nous voudrions dire ici solennellement que nous n'avons jamais rompu le compte avec cette institution sous-régionale. Nous avons simplement cherché à l'interpeller pour qu'elle puisse mieux assumer son rôle. Nous sommes aussi appelés à être en contact avec des femmes et des hommes de bonne volonté d'autres sous-régions de notre continent et du monde. Voilà pourquoi nous avons invité les chancelleries et les ambassades à notre assise. C'est l'occasion pour moi de faire un clin d'œil à la représentante de l'ambassade de France qui est au milieu de nous, porter cette voix à l'endroit de la communauté internationale. Nous pouvons applaudir pour la communauté internationale dans son ensemble, en signe de conscience que nous faisons partie du monde et de ce continent. Oui, je passe donc à des engagements pour tous. Ce que nous demandons est l'engagement que nous prenons. Nous demandons, en fin de compte, au gouvernement d'instaurer un climat de paix sociale dans le pays en libérant les personnes encore injustement détenues. Toujours au gouvernement, nous demandons de demander aux forces de l'ordre de ne pas sortir des cadres légaux de leur action de protection de l'ordre public et des citoyens. Le gouvernement a le devoir de faire passer fortement ce message pour que, quand celui qui est chargé d'assurer la sécurité des civils crée de l'insécurité, il puisse être sanctionné. De même, nous demandons au gouvernement que
nous demandons plutôt aux citoyens de ne pas faire partie des milices qui déstabilisent la sécurité dans notre pays. Et nous demandons au gouvernement de veiller à ce que l'on puisse mettre fin à l'existence des milices dans notre pays. En demandant ça au gouvernement, nous ne croisons pas les bras. Nous, vous et moi, nous nous engageons à tenir fermement à la non-violence dans nos actions et dans notre langage. Nous nous engageons également à ne pas céder aux manipulations qui tentent la création de divisions et d'opposition entre nous, citoyens togolais et togolaises. Nous nous engageons à tendre les mains à toutes les catégories de citoyens de manière à trouver ensemble une solution allant dans le sens du bien commun. Nous demandons encore au gouvernement de procéder de toute urgence aux réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales que nous réclamons depuis des mois en tant que mouvement et que des institutions, y compris le gouvernement actuel et nos populations demandent depuis des années. Nous, là aussi, nous ne croisons pas les bras. Vous et moi, nous nous engageons à ne pas cesser notre lutte tant que ces réformes ne seront pas effectives. À participer au processus électoral à tous les niveaux, si et seulement si ces réformes sont effectives. Parce que c'est cela qui permettra à la vérité des juges de s'imposer et évitera des querelles, pour ne pas dire des affrontements inutiles. Nous demandons à nouveau au gouvernement de faire des efforts en vue de la moralisation de la vie publique en exigeant de ces arrêts l'arrêt des pratiques de corruption pendant le processus électoral, campagne électorale et temps de vote particulièrement. Au même gouvernement, nous lui demandons qu'à l'endroit des forces de l'ordre, il joue son rôle pour les aider à renoncer à l'intimidation des citoyens durant la période électorale, campagne électorale, temps du vote et proclamation des résultats. Et enfin, nous demandons aussi au gouvernement de tout faire pour que les partis politiques s'engagent. Nous demandons plutôt aux partis politiques de s'engager au respect des résultats sortis des urnes. Et nous, sans croiser les bras, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour que la non-violence verbale et physique soit la règle de conduite durant et après le processus électoral, à inciter les citoyens à renoncer à toute chasse aux sorcières et à tout acte de vengeance, à résister à toute répression et action pouvant porter atteinte à la liberté, au bien-être et à la vie d'un concitoyen. Chers tous et bien-aimés, Togolais et Togolaises, jeunes et moins jeunes, de toutes les religions, issus de toutes les régions du pays, vivant sur le territoire national et hors du pays, nous voulons nommer la diaspora plurielle, provenant de différentes couches sociales et en ayant fait divers choix politiques, à vous nous disons, unissons-nous pour rebâtir le pays et rendre vraies les paroles de notre hymne national qui nous dit: dans l'unité, nous voulons te servir. Je vous remercie. Nous disons merci au Père Afrono qui vient de nous présenter le draft du document de stratégie qui est en même temps le document de notre vision commune. Parfois, nous avons l'habitude de dire que la répétition est pédagogique, mais parfois, il nous faut nous rendre compte que certaines répétitions peuvent faire perdre le fil de la réflexion. En ce sens, je dirais seulement que le document se présente en 4 parties. Il y a la vision, les conditions de la réalisation de la vision, les stratégies et options possibles
Merveille et engagement. Vous avez la parole pour échanger sur le contenu de ce document. La langue française étant une langue très riche, mais aussi compliquée, je vous prie de nous épargner lors de vos interventions des virgules et des accents aigus et accents circonflexes. L'ordinateur est assez outillé pour revenir sur ces points-là. Sans plus tarder, vous avez la parole et je ferai de mon devoir de retirer la parole lorsque je constate une diarrhée verbale. En plus, 2 minutes. Vous posez la question ou bien votre contribution. Top chrono. On prend les noms d'abord. On recueille les noms. Pascal Adoko. Oui, je sais que vous avez fait Pascal Adoko, mais la culture togolaise existe. On met d'abord l'ancien. Vas-y, Tété. Maintenant, Pascal Adoko. Oui. Oui. Et il y a M. Pénibi là-bas. Damas Kodobi. Kuma Kofi. Oui. Il y a tout le topo devant moi là. Ouro Sama. Monsieur Ouro Sama. Doji. Afanu. Oui. Voilà, la liste du paradis vient d'être close. Hein? Donc, il y a plus d'intervenants. Nous allons donner la parole au doyen, à M. Godwin. Tout d'abord, je vous promets que je vais être très bref. Premier point, à propos des réformes, je voudrais nous inviter à la vigilance, parce qu'on peut craindre que nos amis d'en face ne pas en police, et pas la dernière minute de nous livre des réformes à leur façon. Pour cela, je propose que le comité ou l'équipe de réflexion qui a été suggérée ce matin réfléchisse aux voies et moyens les plus appropriés pour que, s'agissant de ces réformes-là, numéro 1. Numéro 2, s'agissant de la chasse aux sorcières, Dieu merci, nous Togolais, ce n'est pas notre côté le plus fort. Personnellement, j'ai perdu un neveu direct, le fils de mon frère, mon père, et un autre neveu, une cousine directe, ici le même nom que moi, Dialogo. Parce que du fait de ce régime-là, prier à vous portant les deux, mais je n'ai aucun sentiment, je ne trouve aucun besoin d'une chasse quelconque à leur. S'agissant d'un point qui me paraît très important, comment faire pour que des relations plus ou moins humaines s'établissent entre notre armée et nous autres. Là aussi, je pense que le comité ou la commission qui est prévue doit pouvoir réfléchir et nous faire des propositions concrètes. Mon dernier point, je voudrais m'adresser à notre soeur qui représente l'ambassade de France ici. L'ambassadeur d'Allemagne, je le demande, vient de faire une déclaration publique, à savoir que notre gouvernement doit faire des efforts. Ils doivent libérer les gens qu'on a mis en prison
innocemment. Il doit nous permettre, lorsque nous allons faire des marques, ou des cités par les grands pays. Nous aimons beaucoup la France. Après le 1789, le 1670, le 1936, le Front populaire, la France de la résistance, et nous aimons que la France de M. Macron a une puissance pour continuer à aimer cette France de l'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À l'endroit de La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.